Merci. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci pour votre invitation. Un grand merci à la Ligue des droits de l'homme pour me faire l'honneur d'être là. J'avoue que je me sens un peu petite parmi vous. Je vais vous parler surtout de questions à partir du terrain. Je voudrais aussi remercier la LDH parce qu'elle est à nos côtés depuis maintenant de nombreuses années, et en particulier les 3 dernières années. Je vais juste me compléter 2-3 petites choses pour me présenter. Donc effectivement, je suis médecin hospitalier dans un hôpital public, à la PHP, donc aux hôpitaux de Paris. Et puis je suis, outre le fait effectivement que je suis membre du Comité consultatif national d'éthique, je suis aussi membre fondateur d'un collectif de défense de l'hôpital public qui s'appelle le collectif Interhôpitaux et qui s'est créé à la suite du collectif Interurgence. Je vous dis ça parce que en fait, quand je réfléchissais à la présentation, à ce que j'allais pouvoir partager avec vous aujourd'hui, il y avait d'abord quelque chose qui me venait, c'était beaucoup de colère. Alors, je l'ai entendu d'ailleurs dans la voix de mon... dans l'expression de mon collègue économiste. Et il y a beaucoup de colère. Et en fait, ce que je pense aussi partager avec vous, c'est un cri de détresse. Un cri de détresse sur des crises. La maire, dans son introduction, parlait de toutes ces crises successives. Je vais partir de la crise hospitalière, mais la crise hospitalière, elle traduit une crise assez globale, elle traduit une crise aussi de notre société. L'hôpital public, l'hôpital en général, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de solidarité. C'est effectivement, souvent on a coutume de dire aussi que c'est comme une micro-société. On y voit beaucoup de choses. Et là, ce qui se passe depuis des années, je voudrais parler de ça parce que je vais parler de la crise du Covid rapidement. Ce qu'elle a montré, ce qu'il y a eu aussi d'ailleurs de formidable dans ce qu'elle a pu montrer. Mais vous parlez de la crise hospitalière comme aussi une crise... alors on va commencer par des constats. C'est vrai, mon prédécesseur aussi l'a dit, hein, on peut avoir un certain pessimisme, mais c'est la crise d'une catastrophe annoncée. Vraiment, je pense qu'il faut quand même qu'on se rende compte dans la situation dans laquelle on est. Et donc, je serai là aussi pour vous dire ça parce que je peux pas ne pas me taire. Et depuis quelques années, je me dis, et puis aussi pour avoir lu, ça c'est plus dans le champ de l'éthique, mais je pense que c'est un devoir moral aujourd'hui d'alerter. C'est un devoir moral que nous nous mobilisions tous pour défendre cet accès à la santé qui est un droit fondamental. Et donc, je partirai de là. La crise hospitalière, c'est une crise de sens, c'est une crise de valeurs, c'est une crise démocratique profonde aussi. Hein, j'y reviendrai. Une crise vraiment démocratique profonde parce qu'on voit à quel point les acteurs de terrain sont laissés de côté aujourd'hui dans les projets de soins, dans la façon qu'on a aussi de penser le soin. Donc, pourquoi c'est important aujourd'hui de réfléchir à cette crise hospitalière et de voir ce qu'elle apporte aussi comme éclairage un peu plus global. Revenir peut-être à des fondamentaux que vous connaissez, bien sûr, dire que l'accès à la santé, l'accès aux soins, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental et il se trouve que l'hôpital public permet cet accès à un droit à la santé, permet un accès à la santé à toutes et tous et doit être un accès et a toujours été jusque-là. Et c'est un modèle en France, on a un modèle vraiment important, un modèle de solidarité, un modèle d'assurance, de sécurité sociale qui est absolument extraordinaire, un modèle vraiment qui doit nous protéger toutes et tous et qui aujourd'hui est profondément en danger. Et c'est vraiment là où il y a un cri d'alerte qui est tout à fait essentiel. Aujourd'hui, l'hôpital public n'a plus les moyens en France d'assurer correctement cet accès aux soins dans des conditions qui soient acceptables pour les patients et pour les professionnels de santé. Je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion, parce que ça fait un moment, encore une fois, je disais qu'on se mobilise. Je suis pas une grande engagée, je le regrette d'ailleurs, et je pense que je vais le devenir aussi à travers tout ce qui s'est passé. Mais là, il s'est passé des choses. Alors depuis 10 ans, hein, on assiste à cette dégradation. Alors je vais revenir aussi évidemment parce que je pense qu'il y a un lien évidemment avec tout ce modèle économique, mais on assiste à une dégradation progressive et profonde de l'accès aux soins et de la qualité des soins. Les facteurs sont multiples et complexes. D'abord, des plans d'économie successifs, année après année, qui ont fini par mettre l'hôpital public à genoux. Aujourd'hui, l'hôpital public est exsangue. Il s'est vidé de ses personnels, il continue à se vider de ses personnels. Moi, j'ai choisi de faire de la médecine parce que c'était quelque chose
un métier profondément humain, où je pensais que j'allais pouvoir répondre aux besoins des patients. Et aujourd'hui, nous passons notre temps à nous excuser auprès des patients, auprès de tous, auprès des familles, de ne pas avoir le temps, de ne pas pouvoir leur donner accès à des soins en urgence, de ne pas pouvoir donner un accès aux soins dans des délais raisonnables, des rendez-vous qui s'allongent, y compris à l'hôpital public, une médecine de ville qui est complètement paupérisée. La moitié pratiquement de mes patients n'ont plus de médecin traitant. J'assure la suite du médecin. Je suis spécialiste, je ne devrais pas faire ça. Voilà, on est dans des situations... dans une situation absolument catastrophique, vraiment catastrophique. Donc ces plans d'économie successifs, ça a conduit à des fermetures, et bon, ça a été dit, moi je ne vois plus que ça, parce que évidemment je lis la presse aussi depuis plusieurs années, et je m'intéresse à ça, mais j'ai l'impression pourtant que les alertes ont été données, on a fermé des milliers de lits, des centaines de milliers de lits. On a voulu faire de l'hôpital une entreprise, faire un modèle de rentabilité. Et ça, c'est quelque chose, c'est la base, si vous voulez. Alors, voilà, je peux en parler beaucoup moins bien que mon collègue économiste, mais c'est quelque chose qui nous a détruits. Alors, ça nous a détruits parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup parlé de cette question de l'hôpital entreprise? L'hôpital entreprise, c'est de se dire qu'en fait, on fait des choix, des projets de soins qui sont basés non pas sur les besoins de santé de la population, un peu quand même, mais qui sont basés avant tout sur la rentabilité. Comment fonctionne le modèle économique de l'hôpital public? Nous sommes remboursés par l'assurance maladie. Nous avons intérêt aujourd'hui à l'hôpital à faire des actes qui rapportent de l'argent à l'hôpital, à développer des projets de soins qui rapportent de l'argent à l'hôpital. Et nous sommes contraints parfois de ne pas développer des projets, notamment des projets de prévention qui pourraient être faits en ville, mais qui n'ont pas, les moyens sont insuffisants en ville, des moyens qui voilà, la prise en charge de la psychiatrie. Aujourd'hui, ça fait des années que la psychiatrie hurle son manque de moyens. Ce sont des patients, des personnes extrêmement vulnérables. La pédopsychiatrie, aujourd'hui, dans une souffrance impossible. On ne peut plus s'occuper d'enfants. On est obligé de trier des patients, de réfléchir à qui on va donner, en réalité, ces lits, ces soins qui manquent tous les jours. Ce qui est en danger dans tout ça, aussi, dans cette façon de penser l'hôpital comme un objet de rentabilité qui devrait produire des richesses, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'humain, du prendre soin, de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de continuer à rester, et je reste, que vous l'entendez, passionné et profondément attaché à ce métier du soin, c'est que tout le temps de l'humain, de l'écoute, du prendre soin, ce ne sont plus des priorités. Ça n'est plus au centre de la prise en charge des patients, car ça ne rapporte pas d'argent à l'hôpital. Il faut préférer des soins techniques qui sont, eux, mieux valorisés. Les conséquences sont graves parce que vraiment, il y a une crise de sens aujourd'hui. C'est ça ce que je voudrais vraiment faire passer. Et c'est ça ce qui explique, vous entendez peut-être beaucoup dans les médias, on essaye encore de s'exprimer parce que c'est le seul moyen d'être entendu aujourd'hui. On va dans la rue aussi, mais voilà, ça ne change pas grand-chose. Et cette crise de sens, elle conduit vraiment à une fuite majeure aujourd'hui des personnels de santé, principalement les soignants, ceux qui sont plus près des patients parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, parce qu'ils ne retrouvent plus le sens de se prendre soin, de la solidarité qui a été une des valeurs fortes pour lesquelles ils se sont engagés dans ces métiers. Donc ça, c'est un élément absolument majeur. Dernier point, je disais, les facteurs sont complexes de cette crise hospitalière, de cette crise du monde de la santé. Vous le savez, il y a aussi effectivement il y a eu des décisions politiques de longue date qui ont conduit à une démographie médicale maintenant qui est vraiment peau de chagrin, avec des déserts médicaux de plus en plus nombreux, y compris d'ailleurs dans notre région d'Île-de-France, qui est un des plus grands déserts médicaux du fait de l'importance de la population, et donc un accès aux soins qui est de plus en plus compliqué. Donc ce manque chronique de moyens conduit à un rationnement, pose d'importantes questions éthiques, comme vous pouvez l'imaginer. Ça fait longtemps, ce n'est pas uniquement dans la crise du Covid. On l'a vu parce que ça a été montré au moment de la crise du Covid avec ces lits de réanimation qui manquaient. Mais ces questions autour de l'allocation de ressources qui sont limitées, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'excuse tous les jours de ne pas pouvoir donner accès à des soins aux patients, mais on est obligé de les penser.
Et c'est devenu très difficile, c'est-à-dire que ça nous impose de choisir à qui on va donner le dernier lit, comment est-ce qu'on peut prioriser dans les listes de rendez-vous. On passe du temps à réfléchir à ça. On a des demandes. En pédopsychiatrie, ils avaient eu, c'était en 2018, je me souviens parce que j'avais été frappée quand j'avais été interpellée par un collègue chef de service du pédopsychiatrie qui me disait il avait, sur les 6 derniers mois, 300 enfants à hospitaliser qui étaient en liste d'attente. Il fallait choisir, je suis désolée, je vais être un peu cash, mais c'était entre celui qui avait, qui avait agressé son parent, voire vraiment grièvement, ou celui qui s'était jeté du dernier étage. C'était des souffrances absolument majeures. Voilà où on en est, voilà ce qui se passe. Donc des listes d'attente pour avoir accès, une détresse majeure de nous, des soignants, parce qu'on ne sait pas comment y faire, on ne sait pas comment y répondre, et qu'encore une fois, je pense que ce qui est absolument épouvantable, c'est qu'on ne l'a pas voulu. C'est que moi, je passe mon temps à m'excuser, y compris du chaos qu'il peut y avoir aux urgences, même si je ne travaille pas dans les services des urgences. Mais je trouve ça insupportable, ce que je peux entendre, et je sais que mes collègues font tout ce qu'ils peuvent. Mais je m'excuse parce que je trouve que, oui, d'une certaine façon, j'ai une responsabilité en tant que médecin hospitalier de pouvoir essayer de faire changer les choses. Donc ce manque chronique, cette obligation qu'on a en permanence d'être obligé de trier, c'est insupportable. Se pose la question, on a parlé rapidement, effectivement, on pourrait en reparler pendant des heures, mais l'accès au traitement coûteux, qu'est-ce qui va se passer demain? Il se trouve que pour le Comité consultatif national d'éthique, j'ai travaillé avec une économiste et j'ai été rapporteur d'un avis sur l'accès à l'innovation thérapeutique. Vous savez que les prix s'envolent avec l'industrie pharmaceutique et les traitements innovants, mais comment est-ce qu'on va financer ça? Comment on va continuer à accepter ces prix? On est à 400 000 euros, certains traitements pour le cancer, 1 million, ça monte jusqu'à 2 millions pour un nouveau traitement de thérapie génique pour les enfants. C'est le prix de la vie d'un enfant. C'est ça ce qu'on essaye d'évaluer aujourd'hui. Vous voyez les questions éthiques que ça pose, c'est-à-dire qu'on est dans un truc qui devient complètement fou, où encore une fois, le prendre soin et l'humain disparaît en fait de notre façon de penser. Et ce que j'espère, c'est que les jeunes vont quand même pouvoir continuer à penser et à travailler et à pouvoir faire des soins avec beaucoup d'humanité. Et quand on est dans ces situations où il y a une rareté des ressources, une difficulté d'accès aux soins, eh bien oui, il faut réfléchir aux critères sur lesquels on va attribuer ces choix. Alors c'est quoi les critères? À qui on les donne? On l'a vu pour le Covid. Est-ce qu'on donne à celui qui est le plus malade, celui qui a le plus de chances de s'en sortir? C'est des questions éthiques qui sont posées depuis très longtemps. Les Américains qui, pour le coup, dans le domaine de l'éthique, ont une recherche notamment très, très développée. Ça avait été discuté dans d'autres épidémies parce que malheureusement, les choses se reproduisent. Les histoires de la grippe aviaire, de la grippe H1N1, etc. Il y avait eu des plans pandémie, ça avait été pensé. Bien sûr, tout ça n'a pas été mobilisé, malheureusement, mais ça avait été pensé et on réfléchit finalement aussi en termes d'utilité sociale. Est-ce qu'il fallait donner? Les Américains l'avaient posé cash. Est-ce qu'on donne à celui qui a le plus cotisé, qui a été le plus utile à la société, ou qui pourra l'être encore, ou celui qui a des enfants? Enfin, vous voyez, voilà. Donc, c'est des choses qui sont plus sur des critères médicaux. Alors, c'est bien aussi, d'une certaine façon, que nous, en tant que professionnels de santé, parfois un peu étriqués dans notre milieu médical, on puisse penser les choses de façon un peu plus complexe, parce que ce sont des décisions profondément complexes, ce sont des décisions qui nous interrogent évidemment au niveau individuel et au niveau collectif. Revenir sur l'hôpital. Oui, l'hôpital, il est au cœur de la cité. Il est le lieu ultime des solidarités. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, comme tant d'autres, et comme vous aussi ici, et comme la LDH, on se bat pour préserver cet hôpital public. Il est le lieu ultime des solidarités. Et sa fragilisation actuelle est extrêmement préoccupante. Il ne faut plus penser la santé en termes de rentabilité, je l'ai dit. Il faut pouvoir vraiment que l'hôpital soit construit, qu'on puisse penser l'hôpital en donnant des moyens qui soient adaptés aux besoins. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Chaque année, enfin, je le redis, mais bon, et puis je serai corrigée par mon collègue économiste encore une fois, mais chaque année, depuis des années, on vote un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui demande 1 milliard d'économies à l'hôpital. Donc, les hôpitaux continuent à s'endetter. Alors, on a beau annoncer des grands chiffres comme ça a été fait, ça vous paraîtra énorme. Moi, ça ne me paraît même pas énorme. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas 19 milliards, ce que ça veut dire. Je ne sais pas, je ne vois pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'au quotidien, le choc d'attractivité pour mes infirmières, mes aides-soignantes, mes kinés, mes manips radio, tout le monde s'en va. Donc ça ne marche pas. Donc je ne sais pas où ça va, mais ce n'est pas le sujet. Donc en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment à repenser.
Autre point, voilà, moi je pense que l'hôpital public, c'est aussi, je parlais de ça parce que je pense que c'est important et c'est ce qui ferait aussi, qu'est-ce qui fait, parce il faudra qu'on soit positif, essayer de faire que, pourquoi est-ce qu'on a envie de rester aussi dans ces métiers du soin, pourquoi est-ce qu'on a envie de continuer à faire ça. Je pense qu'il faut que, voilà, on soit dans une société aussi qui accorde plus d'importance à ce que les anglo-saxons appellent le care, mais le prendre soin. Et oui, on est, je pense, une très grande majorité, que quelles que soient les professions à l'hôpital, à s'être engagé aussi, et dans le milieu de la santé, pas que à l'hôpital public. Je parle de l'hôpital public parce que j'y exerce maintenant depuis 25 ans, et voilà, j'espère que j'y resterai jusqu'au bout. Mais c'est important qu'on remette le soin vraiment au cœur de cette activité hospitalière. Alors, avant juste de revenir assez brièvement, et avant de conclure aussi sur ce, mais vous dire que bon, cette crise hospitalière, elle a affecté évidemment, et elle affecte depuis longtemps, plus particulièrement les populations vulnérables. Et ça, c'est un vrai sujet. Et bien sûr que la crise du Covid a été une loupe, mais hyper grossissante sur cette question-là. Mais malheureusement, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Et au fur et à mesure que la dégradation de l'hôpital public se produit, année après année, ce sont toujours les mêmes qui vont avoir de plus en plus de difficultés à avoir accès aux soins. Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes évidemment exclues de la société, les plus pauvres d'entre nous, les marginalisés, les troubles psychiatriques. Où est la folie aujourd'hui ? La folie, elle est dans les prisons, elle est dans des lieux de sécurité, elle est dans du fanatisme, où est-elle aujourd'hui? Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de répondre à cette souffrance psychique dans notre société? Moi, ça me préoccupe beaucoup. Je ne suis pas psychiatre, mais je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas en prendre soin de ces personnes qui sont dans une souffrance majeure et qui nous renvoie quelque chose de très profond aussi autour de notre, de notre savoir-être, de notre capacité à accepter la différence et de pouvoir aider ces personnes les plus vulnérables. Et les crises s'ajoutant aux crises, pour en venir maintenant à la question de la pandémie, c'est vrai que la crise de la pandémie du Covid-19 a encore fragilisé un peu plus tout le système. Alors, juste parce que je ne voudrais pas oublier de le dire et que ça a été dit récemment, notamment par notre ministre de la Santé, peut-être aussi notre Premier ministre et le Président de la République. Nous ne sommes pas fatigués par la crise du Covid. On a fait notre métier et ça a été quelque chose d'important. On y a retrouvé, au contraire, pendant toute cette crise, une mobilisation absolument incroyable, notamment pendant la première vague, de la solidarité comme on sait, et ce qui a fait qu'on s'est tous engagés aussi dans ces métiers-là. Donc on n'est pas fatigués par la crise du Covid. Bien sûr que ça a été fatigant un peu, mais en fait, on a fait notre métier, rien de plus. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation vraiment de détresse. Je suis désolée parce que je pense qu'il y a bien plus malheureux que nous, mais on est en détresse parce qu'on ne peut plus répondre à des personnes qui sont vraiment dans des situations de fragilité et de maladie extrême. On est fatigué parce qu'en fait, on n'a pas eu de réponse depuis des années à des alertes, à des mobilisations et à une situation qui aurait dû trouver des réponses depuis bien longtemps. Et voilà ce qui fait qu'on est fatigué. Donc je voudrais juste redire ça parce que je pense qu'il faut faire attention à tout ce qu'on a pu entendre et qui continue à nous mettre en colère, comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Donc cette crise, elle a sollicité, vous le savez, de façon majeure notre système de santé, plus particulièrement l'hôpital public, qui a résisté, au prix de beaucoup d'efforts, d'abnégation, de souffrance, c'est vrai, mais elle a vraiment profondément questionné nos organisations, cette crise sanitaire. Et ça, je pense que ça a été quelque chose d'important. Elle nous a aidé à repenser notre façon de nous organiser. En fait, ce qui s'est passé, c'était incroyable, c'était que c'était plus les directions qui décidaient pour nous comment il fallait s'organiser dans l'hôpital, mais c'était nous. En fait, on avait ce qu'on voulait. On disait on avait besoin de suffisamment d'infirmières, on avait besoin de moyens. Bien sûr, on n'a pas eu de masque au début. Enfin, ça, on ne va pas y revenir. Mais sinon, on a eu des choses. En tout cas, on a eu, moyennant quand même quelques pénuries aussi de médicaments, mais en tout cas, on a eu la possibilité, et surtout, on a retrouvé ce qui faisait sens pour nous, cette solidarité autour du prendre soin. Donc ça a été quelque chose de très important. C'est sûr que cette crise, elle a souligné plus que jamais les qualités et les limites de notre système de santé. Mais elle a généré beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes, par rapport aussi à des décisions qui étaient prises et qui ont été prises sans les acteurs de terrain. Alors ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'au début, on nous a laissé nous organiser, et puis après, ont été montés, notamment lors de la deuxième vague. Puis encore après, on a vu
le naturel revenir au galop, la normale revenir au galop, une absence de démocratie totale à l'hôpital. La démocratie hospitalière, la démocratie sanitaire, c'est associer les usagers et c'est associer aussi les acteurs de terrain à ces décisions-là. Eh bien, les cellules de crise dans nos hôpitaux, les patients, les représentants des usagers en étaient exclus. Les acteurs de terrain en étaient exclus, en particulier vraiment la première, deuxième vague, la troisième vague, ça a commencé. Mais il a fallu hurler pour pouvoir être entendu. C'était pas des questions de pouvoir, de savoir, mais c'était important de pouvoir s'appuyer aussi sur ce que les personnes qui vivaient la situation, les familles qui vivaient ces situations. Enfin, il y a eu des décisions, vous le savez, des décisions absolument épouvantables. Refuser l'accès à l'hôpital à des familles dont le proche était en fin de vie, c'était insupportable. On rentrait le soir, c'était insupportable, on avait envie de pleurer. Je veux dire, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient contre nos valeurs soignantes de façon profonde. Et pour vous dire la vérité, oui, on a transgressé. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense qu'on a un devoir de désobéissance morale. Ce n'est pas possible, il y a des choses qui sont inacceptables aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on soit collectivement aussi en capacité de dire que non, on n'accepte plus l'inacceptable. Il y a des choses qui sont au niveau de nos hôpitaux, dans la prise en soin, des choses qui sont inacceptables. Notamment des organisations où on nous demande, j'y reviens, parce que c'est ce qu'on a vu aussi très rapidement revenir à l'hôpital, par souci de rentabilité, de nouveau, moins de personnel au lit des malades, des moyens qui étaient insuffisants, des organisations du coup totalement aberrantes, où je prendrai cet exemple parce que je pense que c'est important, je vais vraiment rester sur des choses de terrain, mais quand on manque de personnel dans la journée, il peut arriver qu'on nous dise mais puisque c'est comme ça, peut-être qu'on pourrait commencer à faire des toilettes la nuit. Mais comment, quand on est soignant, on peut nous dire des choses comme ça? Mais non, enfin, on devient maltraitant par manque de moyens. Ça n'est plus possible. Voilà pourquoi il y a une urgence absolue. Je suis désolée, mais je savais que j'allais être en colère. Je savais que j'allais lancer un cri de détresse. On l'est tous. Mais j'imagine aussi, parce que je connais un tout petit peu la LDH, mais j'imagine que vous pouvez comprendre et on a besoin de parler aussi de tout ça, de ces situations, et on a besoin de réfléchir aussi, parce que je pense que ça naîtra de ça, et ça a été aussi le but de nos collectifs. On a besoin d'une intelligence collective pour sortir de ça. On a besoin de vous, on a besoin de travailler à tout ça tous ensemble. Comment est-ce qu'on peut reconstruire effectivement nos services publics? Comment est-ce qu'on peut reconstruire l'hôpital public? Quel hôpital public de demain? Alors oui, maintenant j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de vous dire que finalement cette crise, elle a montré effectivement des difficultés importantes, on a été éprouvés, la situation là n'est pas bonne, hein, c'est vrai, les choses continuent à s'aggraver, c'est-à-dire que le personnel s'en va, les lits ferment. Enfin bon, moi récemment j'ai fait une tribune pour alerter parce que dans nos unités neurovasculaires, je m'occupe de patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, ce sont des urgences absolues, ça n'existe pas dans le privé, donc c'est déjà une bonne chose, au moins, ça n'existe que dans le public. Donc si on n'a pas l'accès aux soins dans nos structures publiques, où vont les malades? Ils tournent en rond ils tournent dans les camions de pompiers en ce moment parce qu'on n'a plus de lits. En Île-de-France, on a 25% de lits fermés pour les unités neurovasculaires. Sur les hôpitaux de la PHP, on est à près de 50% de lits fermés. Et on en manquait déjà, on ne pouvait accueillir que 50% des personnes. C'est inacceptable. Nous avons envoyé un courrier à notre ministre en copie, au Premier ministre, au Président de la République, au directeur de cabinet de santé, etc. Nous n'avons eu, parce que c'est signé par l'ensemble des médecins de ces unités, aucune réponse. Comment se fait-il que nous n'ayons aucune réponse? Comment se fait-il que nous ne nous mobilisions pas tous pour pouvoir avoir cet accès? Et moi, je le dis franchement, hein, on ne se bat pas pour nous. Moi, demain, si j'ai un problème, malheureusement, on a toujours des réseaux, des trucs. Je sais que j'aurai accès à la santé. Par contre, les plus vulnérables, ils n'y auront plus accès. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Moi, je ne pourrais pas continuer à faire ce métier si on ne me laisse pas les moyens de le faire correctement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, si vous voulez vraiment, alors quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut essayer de penser? Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse penser un modèle où on puisse garantir un accès aux soins, qu'on puisse garantir ce droit fondamental d'accès à la santé. Et pour cela,
Pour cela, il faut absolument, effectivement, qu'on remette l'humain au cœur de l'hôpital, qu'on puisse considérer que tout ce temps humain qu'on passe auprès des patients, c'est hyper important, évidemment, pour les patients, pour les familles, mais c'est important pour les soignants parce que c'est les valeurs du soin et c'est ça ce qui font qu'ils ont envie de rester. Aujourd'hui, il y a une crise majeure des vocations, c'est vraiment, c'est épouvantable parce que, enfin, des vocations, je ne sais pas, en fait, c'est peut-être pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lancent dans les études, on continue à avoir des personnes qui s'engagent, en fait, dans ces métiers, et là, je vais avoir des étudiants, je suis très contente, de 3e qui viennent en stage, et on va tout faire pour leur donner envie de continuer à travailler dans ces métiers du soin. Mais après, en fait, les infirmiers, on dit souvent, ils ont des durées de vie, mais qui durent 2-3 ans, en fait. C'est terrible de partir. On ne choisit pas ces métiers, je vous assure. Enfin, vous le savez, mais on ne choisit pas ces métiers par hasard. Et qu'on puisse les dégoûter, voilà, de faire ces métiers-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très préoccupant. Voilà, donc c'est une crise profonde des valeurs. Alors, je voudrais revenir quelque chose aussi, sur un point aussi, puisque en 2019, on a commencé à se mobiliser. Philippe Laville, ici présent, le sait très bien. Et puis, au moment où nous mobilisions, avant la crise, pour l'accès à la santé, pour l'accès à la santé pour tous, pour l'hôpital public qui était en train de vraiment, qui était déjà dans une souffrance très, très difficile, et notamment une crise des urgences sans précédent. Le président avait dit en novembre 2019, parce que nous avions été nombreux dans la rue, que l'hôpital public était le cœur le socle de la République. Oui, il a raison, c'est vrai, je pense que c'est le socle de la République, il faut qu'il soit défendu. Oui, c'est un lieu d'accueil, c'est aussi un lieu d'accueil d'ailleurs social, maintenant c'est le dernier endroit où on peut parfois arriver dans des situations, pas forcément médicales, mais on a besoin d'être là pour ça. Et ça fait partie de nos missions. Et aujourd'hui, c'est très difficile, et vous savez que ceux qui arrivent des fois dans des situations de détresse, notamment d'ailleurs, je reviens à la question de la psychiatrie, mais par manque de moyens humains, malheureusement, on est amené à faire des contentions aux urgences, des contentions qui peuvent se prolonger. J'en discute avec des collègues psychiatres, des fois ça peut durer, enfin, ça n'est pas possible. Si on avait des moyens humains, c'est des choses qui n'arriveraient pas. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être un peu brouillon, mais je pense que voilà, c'est important pour moi de pouvoir partager ces constats parce que voilà, je pense que ça peut nous aider à penser aussi ce qu'on peut proposer. Alors, ce qu'on peut proposer, je vais terminer là-dessus. Bon, déjà, il y a une urgence. Alors moi, vraiment, il y a une urgence là. Alors, ça fait longtemps. Ça fait en 2019, on disait c'est urgent. Mais là, c'est urgentissime. C'est urgentissime parce que les lits, chaque week-end, chaque semaine, il y a des lits qui ferment. La semaine dernière, il y avait encore eu 15 lits qui ont fermé au Kremlin-Bicêtre dans un service voilà, comme le mien. Donc, c'est plus possible. Donc, il y a une urgence absolue. Il y a vraiment une urgence absolue de pouvoir trouver des solutions. Alors, je reviens sur un point parce que, bon, outre les alertes qu'on peut faire, mais il faut qu'il y ait une mobilisation, et ça, on le pense depuis longtemps, mais on n'arrive pas, et je ne sais pas pourquoi, et peut-être que, voilà, en débattant avec vous, mais on se mobilise beaucoup les acteurs de terrain, enfin les professionnels de santé, et on n'arrive pas suffisamment, me semble-t-il, à mobiliser les citoyens, les usagers. Pourtant, la santé, c'est une des premières préoccupations des Français. L'hôpital, quand on avait organisé les grands débats, ça n'avait pas été prévu dans les grands débats, donc nous, on s'en était emparé à l'Assistance publique hôpitaux de Paris, donc on était un certain nombre à avoir organisé des grands débats. C'était un sujet majeur. Et ensuite, dans tout ce qui avait été, dans les questions qui étaient posées, en fait, c'était revenu au centre. Et pourtant, voilà. Rien n'avance, en fait, finalement. Les politiques, en tout cas, ne s'en sont pas emparés. Donc, ce que j'espère, puisqu'on parle du contexte actuel aussi, c'est que peut-être les débats à venir, peut-être la campagne présidentielle pourrait être le lieu de discuter de tout ça. Parce qu'on peut parler de la sécurité, on peut parler de l'immigration matin, midi et soir, mais franchement, on en sortirait grandi si on pouvait parler d'autre chose. Et aujourd'hui, la santé, ça concerne tout le monde. Donc, il faut qu'on arrive à se mobiliser collectivement. Moi, je ne sais plus. Là, j'avoue que je suis un peu arrivée... Enfin, nous sommes très nombreux, heureusement, avec les différents collectifs, avec des associations, à essayer de réfléchir à comment mobiliser mieux les citoyens dans cette défense de l'hôpital public. Parce qu'encore une fois, c'est notre bien commun à tous. C'est pour vous, c'est pour nous, en tant que patients, en tant qu'usagers, qu'il faut qu'on puisse aujourd'hui se mobiliser. Nous avons fait une tentative, Philippe est très au courant,
mars dernier, on s'est dit, bon, voilà, on a assez râlé, on n'arrête pas d'alerter, on va essayer d'être sur une force de proposition. Nous voilà partis dans une démarche de faire un référendum d'initiative partagée. On monte une nouvelle association, Notre Hôpital, c'est vous. Vous pourrez aller regarder. Super, qui associe vraiment beaucoup de citoyens. On est soutenu aussi par beaucoup d'artistes, d'associations, enfin vraiment quelque chose d'assez fort, où on se dit, on fait donc un référendum d'initiative partagée, hein, c'est ce qui avait été fait pour Aéroport de Paris, on a parlé d'Aéroport de Paris, ça fait 2 fois. Voilà, l'idée c'était de dire, bon, on peut proposer, faire un projet de loi qui sera porté, bon, il fallait qu'il soit porté par des députés, on n'avait pas tellement de relations, donc on a galéré comme je sais pas quoi, on a 1 ou 200 députés, on dépose le truc au Conseil constitutionnel, et paf, c'est retoqué pour un article sur 10, parce que c'était pour des questions de forme, hein, parce que c'était sur ça dépendait des prérogatives du Premier ministre. Très bien. La veille, la loi sur le pass sanitaire était passée alors qu'il y avait un article qui n'était pas constitutionnel. Mais enfin bref, en tout cas, nous, ce qu'on défendait, c'était juste de garantir un accès aux soins pour tous dans ce projet. Donc on va s'appuyer là-dessus. Je pense qu'on va essayer parce qu'on va continuer à se mobiliser, malgré une certaine fatigue, parce que voilà, et parfois quand même une certaine désespérance, je dois vous dire, parce que vraiment on est peu écouté en dehors d'auditoires comme les vôtres, mais au-delà c'est difficile d'être entendu. Donc juste vous dire que voilà ce que nous on propose, notamment aussi avec l'autre collectif dont on est très proche et qui nous a aidé à nous construire, nous collectifs interhôpitaux, c'était vraiment trois grands éléments qui sont de pouvoir vraiment donner les moyens à l'hôpital public de pouvoir assurer ses missions, c'est-à-dire d'avoir des humains, en fait, de recruter, de pouvoir valoriser ces professions aussi de personnel hospitalier, pas seulement que les personnels soignants, mais tous les personnels hospitaliers. Et pour cette attractivité, oui, il faut une revalorisation globale, pas uniquement financière, mais c'est important, c'est vraiment important aujourd'hui pour garder les personnes à l'hôpital et les faire venir. Les associer, ça coûte rien. On l'avait demandé pour le Ségur, on ne l'a pas eu, vous voyez. Associer les acteurs de terrain aux décisions et aux projets de soins, ça nous donne du sens. Nous, on se sent un petit peu utile, on se dit, tiens, tout le monde, les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde a quelque chose à dire du projet de l'hôpital. Eh bien non, ils sont toujours de côté, il n'en est pas question, c'est toujours les mêmes qui participent aux décisions. Ça ne va pas. Et puis le dernier point, évidemment, qu'on demande depuis longtemps, c'est qu'on change complètement le financement de l'hôpital. C'est que c'est là vraiment, il y a un sujet quand même. On ne peut pas continuer à penser les choses en termes de rentabilité. La santé ne peut pas être rentable. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je vais vous dire un truc. Moi, je suis très préoccupée parce qu'effectivement, j'ai travaillé aussi sur cet avis sur l'accès à l'innovation thérapeutique. Mais que là, ce qui est à venir, moi, ça m'inquiète profondément parce qu'il va falloir faire des arbitrages. Alors, on préférera payer un traitement qui va coûter 400 000, 500 000 euros, ou alors on va le laisser à qui? À quelques-uns. Vous savez, le premier traitement qui a coûté très cher, le Solvadi pour l'hépatite C, il a fallu choisir à qui on les donnait au début, parce qu'on ne pouvait pas le donner à tous. Donc, vous voyez dans quelle situation on se retrouve et quelles questions éthiques ça peut poser. Choisir les malades à qui on va donner les traitements, ou alors dire que finalement, on va préférer, ce qui est un peu le cas déjà à l'hôpital, valoriser les actes techniques, valoriser l'innovation thérapeutique plutôt que de recruter des soignants. Moi, j'ai un collègue une fois qui m'a dit, mais il faudrait faire des infirmières injectables. Oui, peut-être que là, on aurait plus de moyens. Enfin, voilà où on en est. Voilà, je suis désolée parce que c'est peut-être parti dans tous les sens. J'avais quelques idées, on s'y retrouve, mais voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est que je pense que la crise hospitalière, la crise de la santé aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de la société. Elle interroge de façon très globale, je pense, notre façon de vivre ensemble, l'attention qu'on peut porter aux plus vulnérables, les questions de solidarité. Et pour moi, ça reste, oui, un des lieux ultimes de solidarité. Et ça, il faut qu'on le préserve à tout prix. Pour moi, c'est vraiment l'impératif éthique absolue, c'est-à-dire que voilà, et pour ça, oui, je pense qu'il faut aller jusqu'à des actes de désobéissance morale, et voilà, j'ai plus honte de le dire que quand je trouve des choses absurdes, obéir à des ordres absurdes, pour moi, c'est vraiment totalement immoral, et je peux plus, il y a des choses qu'on ne peut plus cautionner. Et oui, il faut dénoncer les choses, et oui, il faut pouvoir qu'on puisse changer les choses, mais collectivement, avec vous tous. Et voilà. Et donc, je vous dis juste, parce que je ne savais pas si je peux le dire, et puis j'ai fini. Mais que le 4 décembre prochain, nous serons, une fois de plus, dans la rue. Je sais que Philippe l'a annoncé mais pour défendre un accès à la santé pour tous, avec beaucoup d'associations aussi.
Voilà, j'espère que ça changera, enfin ça permettra un petit peu en tout cas de faire émerger le sujet de la santé dans les débats actuels et de l'importance de cet accès à la santé vraiment comme un droit aussi fondamental qui doit être préservé coûte que coûte, comme ça a pu être dit. Merci beaucoup et désolée ma passion.